Elle l'appelait le bug de l'apocalypse, une erreur de codage structurelle massive dans le nouveau réseau d'énergie à fusion, qui perdait 10 millions d'euros par heure. Les ingénieurs les plus brillants de Polytechnique et de Centrale Supélec avaient passé 3 semaines entières à essayer de le corriger. Et ils avaient échoué de manière lamentable. Mais alors, une serveuse de 23 ans, qui venait d'être licenciée pour avoir renversé du café, a résolu tout le paradoxe en 45 secondes, au dos d'une serviette en papier taché. Lorsque le PDG milliardaire l'a traqué jusqu'à un appartement délabré de la banlieue parisienne pour la remercier, il a découvert un secret qui allait détruire la rivalité frénétique de son entreprise et exposer une trahison que personne n'avait vu venir. Vous ne croirez jamais qui elle était vraiment. Le silence dans le salon privé VIP de L Étoile Dehors, le restaurant le plus cher de Paris, situé non loin de la place de l'Étoile, était plus lourd que les lustres en cristal de baccarat suspendus au-dessus de leur tête. Ethan Valmont, le PDG de 32 ans de Valmont Dynamics, fixait la tablette sur la table, avec des yeux injectés de sang. Il n'avait pas dormi depuis 72 heures. Sa cravate était desserrée, ses cheveux habituellement impeccables étaient en désordre, et sa main tremblait légèrement alors qu'il tendait le bras vers son verre d'eau minérale. En face de lui se tenait Marc de Tournai. Marc était plus âgé, poli à l'extrême, et dégageait la satisfaction arrogante d'un vautour observant un animal blessé mourir. Marc était à la tête de Tournai Industries, le plus grand rival d'Ethan, et il était actuellement en train de gagner la guerre industrielle. « Regarde la réalité en face, Ethan », dit Marc en coupant son entrecôte avec une précision chirurgicale. Le projet Helios est mort. Ton réseau continue d'échouer aux tests de stabilité. Les investisseurs se retirent à minuit. Mon offre pour racheter ton entreprise pour une fraction de sa valeur réelle tient jusqu'à 23h59. Ethan serra la mâchoire avec force. Le réseau fonctionne, Marc. Il y a juste un fantôme dans le code. Une variable que nous ne pouvons pas isoler malgré tous nos efforts. Un fantôme ? Marc rit d'un son sec et grinçant. Tu perds 100 millions d'euros par jour en chassant un fantôme. Tes ingénieurs sont incompétents. Tu es incompétent. Signe l'accord, Ethan. Laisse les adultes gérer le secteur de l'énergie en France. Ethan sentit la bile monter dans sa gorge. Le projet Helios était censé fournir une énergie gratuite et propre à tout le bassin parisien et au-delà. C'était le rêve de son père. S'il vendait à Marc, celui-ci démantèlerait tout pour vendre les pièces, brevetterait la technologie pour lui seul et facturerait le double de ce que les gens payaient actuellement pour l'électricité. Ce serait un désastre pour le pays, mais une fortune colossale pour Marc de Tournai. « Il me reste 3 heures, dit Ethan d'une voix basse et rocailleuse. Mon équipe exécute une simulation en ce moment même au siège de la Défense. Si l'algorithme se stabilise, ce ne sera pas le cas, interrompit Marc en s'essuyant la bouche avec une serviette en lin fin. Je connais ton code mieux que toi. Il est structurellement défectueux. Tu essaies de faire tenir un gratte-ciel en équilibre sur un cure-dent. L'air dans la pièce était suffocant. Ethan regarda les piles de codes imprimés étalées sur la table nappée de blanc. Des milliers de lignes de scripts complexes en Python et C++ hybrides que ses développeurs principaux avaient imprimés dans une tentative désespérée de repérer l'erreur visuellement. Cela ressemblait au chaos pur. Il ne savait pas que la solution à son problème ne se trouvait pas dans l'esprit d'un titulaire de doctorat ou d'un vétéran de la technologie. Elle était actuellement en train de porter un plateau de vaisselle sale, marchant vers sa table avec un léger boitement. Sarah Meunier ajusta son tablier, essayant de cacher le tremblement de ses mains. Elle était debout depuis 12 heures d'affilée dans ce service épuisant. Ses chaussures étaient usées jusqu'à la semelle, envoyant une douleur vive dans sa jambe à chaque pas, mais elle ne pouvait pas s'en offrir de nouvelles. Elle ne pouvait rien s'offrir du tout. Elle avait 23 ans.
mais ses yeux portaient l'épuisement de quelqu'un qui avait vécu 100 vies de souffrance. « La table 4 a besoin d'eau, Sarah. Dépêche-toi. » Le directeur de salle, Monsieur Heureux, siffla ses ordres alors qu'elle passait devant le comptoir de la cuisine. Monsieur Heureux était un tyran qui se délectait de réduire les salaires pour la moindre infraction. « Oui, monsieur, » murmura Sarah en gardant la tête baissée. Elle se dirigea vers la table 4, la section VIP. Elle savait qui était assis là. Tout le monde le savait. Ethan Valmont, le prodige de la technologie dont on parlait sur toutes les chaînes d'information. Elle avait vu son visage aux informations dans la salle de pause. Elle savait qu'il était en difficulté. En s'approchant de la table pour remplir les verres d'eau, elle essaya de se rendre invisible. C'était un mécanisme de survie. Ne pas être vu, ne pas être blessé, juste faire le travail. Mais alors qu'elle versait l'eau dans le verre d'Ethan, ses yeux dérivèrent vers les papiers étalés sur la table. Normalement, pour une serveuse, ces papiers ressembleraient à du charabia. Juste des lettres aléatoires, des crochets et des chiffres sans fin. Mais pour Sarah, cela ne ressemblait pas à des mathématiques. Cela ressemblait à de la musique. Elle voyait le rythme du code, elle voyait le flux, et instantanément, de manière choquante, elle vit la fausse note. C'était une variable localisée dans la boucle récursive, à la page 4. Elle était définie comme un entier, mais dans le sous-processus, elle était appelée comme un flottant. C'était une erreur de syntaxe microscopique qui forçait toute la charge énergétique à boucler sur elle-même, créant une rétroaction infinie. C'était pour cela que le réseau s'effondrait systématiquement. Elle fixait le code. C'était si évident. Cela hurlait en elle. « Arrête de regarder, se dit-elle. Tu n'es qu'une serveuse. Tu as abandonné l'université. Tu n'es personne. » Mais l'envie de corriger l'erreur était une démangeaison physique dans son cerveau. Elle hésita, le pichet d'eau suspendu au-dessus du verre. « Cela vous dérange ?» Marc de Tournai aboya, la faisant sursauter violemment. « Vous stagnez là. » Sarah tressaillit. Sa main fit un mouvement brusque. Le pichet s'inclina trop loin. De l'eau glacée s'écoula en cascade, éclaboussant le bord de la table, trempant le coin de la nappe et aspergeant le costume italien coûteux de Marc. « Espèce d'idiote !» hurla Marc en bondissant de sa chaise. « Regarde ce que tu as fait. C'est un costume à 5 000 €. Ethan leva les yeux, arraché à sa transe. « Ce n'est que de l'eau, Marc. Calme-toi. » « Me calmer ? Cette incompétence est exactement la raison pour laquelle ton entreprise échoue, Ethan. Tu t'entoures d'idiots. » Marc tourna sa rage vers Sarah. « Appelle le directeur tout de suite. » Sarah tremblait de tout son corps. « Je suis tellement désolée, monsieur. J'ai été distraite. » « Distraite ?» Marc ricana. « Par quoi ? En pensant à quelle table mendier des pourboires ensuite ?» Monsieur Heureux apparut instantanément, son visage pâle de peur en voyant qui était en colère. « Monsieur de Tournai, monsieur Valmont, je suis terriblement désolé. Est-ce que cette fille vous ennuie ? Elle a ruiné mon costume, » cracha Marc. Monsieur Heureux se tourna vers Sarah, ses yeux froids comme la pierre. « Sarah, prends tes affaires. C'est fini. Sors d'ici, s'il vous plaît, » murmura Sarah, les larmes aux yeux. « J'ai besoin de ce service. J'ai mon loyer à payer demain. Les médicaments de ma mère. »« Je m'en fiche, » dit monsieur Heureux. « Pars maintenant, avant que je n'appelle la sécurité. » Sarah sentit le sol se dérober sous elle. Licenciée encore une fois. Elle regarda Ethan, espérant une bouée de sauvetage. Mais il fixait à nouveau sa tablette, la tête dans les mains, perdu dans son propre cauchemar. Il ne l'avait même pas vraiment regardée. Elle se tourna pour partir, essuyant ses yeux. Mais alors qu'elle passait devant la table une dernière fois pour attraper son plateau, elle regarda à nouveau le code. L'erreur était toujours là, se moquant d'elle,
se moquant d'Ethan. Elle ne pouvait pas le laisser ainsi. Même s'il ne sauvait pas son emploi, elle ne pouvait pas laisser la musique rester brisée. Elle attrapa un stylo dans la poche de son tablier. Elle saisit une serviette de cocktail propre au centre de la table. « Qu'est-ce que vous faites » aboya Monsieur Heureux. « J'ai dit sors. »« Une seconde, » dit Sarah, sa voix soudainement ferme et assurée. Elle écrivit 3 lignes de code sur la serviette. Rapide, précise. Elle encercla le bloc de texte sur le papier face à Ethan, dessina une flèche vers sa serviette et la plaça doucement à côté de sa main. « C'est une erreur de point flottant, » dit-elle doucement à Ethan. Ligne 402. Vous devez fermer la boucle avant l'appel récursif. Comment ? Ethan leva les yeux, confus. Sors d'ici. Monsieur Heureux attrapa le bras de Sarah et la traîna vers la cuisine. Attendez, dit Ethan, mais ils étaient déjà partis. Les doubles portes battantes se refermèrent, avalant la serveuse qui venait de tout perdre. La table fut de nouveau silencieuse. Marc de Tournai essuya l'eau de son pantalon et se rassoit, l'air suffisant. Pathétique, ricana Marc. Tu ne peux même pas contrôler le personnel du restaurant où tu manges. Comment espères-tu diriger un conglomérat énergétique ? Ethan n'écoutait pas. Il regardait la serviette. Écrit à l'encre bleue pressée, il y avait 3 lignes de code. Si le seuil de charge énergétique renvoie une valeur stable et en dessous, une note stipulant que ce n'est pas une panne matérielle, mais une discordance de type de données dans le protocole de conversion. Ethan fronça les sourcils. Il regarda la feuille imprimée où elle avait pointé. Ligne 402. Il traça la logique dans sa tête. La variable entre en tant que flottant. Traité. Renvoyé. Ses yeux s'écarquillèrent. « Oh mon Dieu !» chuchota-t-il. « Quoi ?» demanda Marc agacé. « Elle a écrit son numéro ?» Pathétique. Ethan saisit sa tablette. Il ouvrit le terminal à distance de son serveur principal. Ses doigts volèrent sur le clavier virtuel, tapant exactement les lignes que Sarah avait écrites sur la serviette. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Marc, son ton passant de la moquerie à la suspicion. « Tais-toi, Marc, » murmura Ethan. Il lança la compilation et le diagnostic. Habituellement, la simulation échouait à 43%. La barre rouge clignotait et le système plantait. La barre chargea 20%, 40%, 43%, 44%. Ethan retint son souffle. 50%, 80%, 100%. Système stable. Efficacité de sortie, 99,8%. Le texte vert brillait sur l'écran comme un saint Graal. Ethan se rassoit, stupéfait. Le bug de l'apocalypse avait disparu. Le problème à 100 millions d'euros avait été corrigé par une serveuse en 10 secondes. Il regarda l'heure. 21h15. Il venait de sauver l'entreprise. Puis la réalisation le frappa. Il regarda à nouveau la serviette. Ce n'était pas juste un coup de chance. C'était du génie pur. C'était le genre d'intuition que seul un codeur sur 1 milliard possédait. Qui était-ce ? demanda Ethan à haute voix, la voix tremblante. On s'en fiche. Marc se leva, essayant de voir l'écran. Pourquoi souris-tu ? Est-ce que l'accord est conclu ? Ethan se leva, ignorant complètement Marc. Il regarda le directeur, Monsieur Heureux, qui rôdait à proximité avec un air terrifié. « Où est-elle » demanda Ethan. Monsieur Heureux cligna des yeux. « Qui » La fille maladroite. « Je l'ai licenciée, Monsieur Valmont. Je l'ai jetée dans l'allée arrière. Elle ne vous dérangera plus. »« Tu l'as licenciée » La voix d'Ethan monta jusqu'à devenir un cri. « Espèce d'idiot. Cette fille vient de sauver mon entreprise. » Tout le restaurant devint silencieux. Les gens posèrent de leurs fourchettes. Le visage de Marc de Tournai devint pâle. Ethan attrapa la serviette, le morceau de papier le plus précieux au monde, et courut vers la cuisine. « Monsieur Valmont !»
Monsieur Heureux le poursuivit. Ethan franchit les portes de la cuisine. Les chefs s'arrêtèrent de couper. Les plongeurs se figèrent. « La serveuse !» cria Ethan. « Sarah, où est-elle » Un jeune commis, l'air terrifié, pointa la sortie de service. « Elle est partie, monsieur, il y a environ 5 minutes. » Elle pleurait. Ethan courut par la porte arrière dans l'allée pluvieuse. C'était vide, juste des bennes à ordures et de la chaussée mouillée reflétant les néons de la ville. Elle était partie. Ethan se tenait sous la pluie, serrant la serviette. Il ne connaissait pas son nom de famille. Il ne savait pas où elle vivait. Tout ce qu'il savait, c'était qu'un génie marchait dans les rues de Paris sans emploi, et il lui devait tout. Il sortit son téléphone et composa le numéro de son chef de la sécurité, un ancien agent de la DGSE nommé Gauthier. Gauthier dit Ethan. « J'ai besoin que tu trouves quelqu'un. Une serveuse de L étoile des Ors. Son prénom est Sarah. Je me fiche du prix. Je me fiche de qui tu dois soudoyer. Trouve-la ce soir. » Ethan Valmont arpentait le sol de son bureau de grand standing chez Valmont Dynamics. L'horloge numérique sur le mur indiquait 22h45. Le délai pour le retrait des investisseurs était minuit. Le code que Sarah avait écrit sur la serviette fonctionnait parfaitement. Mais les investisseurs étaient effrayés. Ils avaient entendu des rumeurs sur l'incident au restaurant. Ils avaient besoin d'un visage pour les rassurer. Ils avaient besoin que l'architecte principal explique pourquoi le système était soudainement stable. Et Ethan ne pouvait pas leur dire que l'architecte principal était une serveuse licenciée qu'il ne parvenait pas à retrouver. Son chef de la sécurité, Gauthier, entra. Gauthier était un homme qui semblait taillé dans le granit, portant un costume qui coûtait plus cher que la plupart des voitures. « Nous l'avons trouvé », dit Gauthier en jetant un mince dossier sur le bureau en verre d'Ethan. Ethan l'ouvrit précipitamment. « Où ?» ?»« Ce n'était pas facile, dit Gauthier d'une voix grave. Elle se fait appeler Sarah Meunier, mais c'est un pseudonyme. Son numéro de sécurité sociale est réel, mais il appartient à une jeune fille décédée dans un accident de voiture près de Lyon il y a 4 ans. Elle vit en dehors du système Ethan. Uniquement de l'argent liquide. Pas de carte de crédit, pas d'empreinte numérique. Est-ce une criminelle ? Demanda Ethan en regardant la photo floue jointe au dossier. C'était un cliché de surveillance d'une caméra de métro. Elle avait l'air fatiguée, emmitouflée dans un manteau trop grand. Non, Gauthier secoua la tête. Elle ne fuit pas la loi. Elle se cache de quelqu'un. Nous l'avons tracée grâce au registre d'emploi de l'agence d'intérim que le restaurant utilise. Elle vit dans une banlieue difficile, un immeuble vétuste promis à la démolition. L'adresse est à Aubervilliers. Ethan attrapa son manteau. « Prépare la voiture ?» Monsieur avertit Gauthier en se plaçant devant lui. Marc de Tournai est aussi au courant pour elle. Ethan se figea. Comment ? Tournai a des espions partout. Son chauffeur au restaurant vous a vu ramasser la serviette. Tournai a fait analyser la photo de la serviette prise par les caméras de sécurité du restaurant. Il sait que le code a fonctionné et il sait qui l'a écrit. Ethan sentit un frisson lui parcourir l'échine. Marc de Tournai n'était pas seulement un homme d'affaires. C'était un prédateur. Si Marc savait qu'une serveuse possédait la clé de la prochaine génération de technologie énergétique, il ne se contenterait pas de lui offrir un emploi. Il la forcerait au silence définitif. « Nous devons arriver avant lui, » dit Ethan d'une voix dure. « Maintenant. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, à l'arrière d'une limousine blindée, Marc de Tournai regardait une tablette. Sur l'écran se trouvait une image agrandie de l'écriture de la serveuse. Il ne regardait pas le code. Il regardait la manière spécifique dont elle écrivait la lettre F dans la commande de fonction. C'était une écriture unique, une signature. « C'est impossible, » murmura Marc, son visage perdant toute couleur. « Il est mort. Alan est mort. » Il appuya sur son interphone. « Changement de plan.
Nous n'allons pas au bureau. Découvrez où vit cette fille et envoyez l'équipe de nettoyage. Monsieur ? Demanda le chauffeur nerveusement. L'équipe de nettoyage ? Tu m'as bien entendu, siffla Marc. Cette fille est un fil lâche que je pensais avoir coupé il y a 10 ans. Elle ne doit pas parler à Ethan Valmont. Si elle le fait, je perds tout. La pluie tambourinait contre la fenêtre fissurée de l'appartement 4B. Sarah était assise sur le bord de son matelas posé à même le sol. La pièce était minuscule. Le papier peint s'écaillait, révélant la moisissure en dessous. La seule lumière provenait de l'éclat de 3 moniteurs d'ordinateur installés sur une table pliante dans le coin. C'était son sanctuaire. Pour le monde, elle était Sarah, la serveuse maladroite. Mais ici, dans la lumière bleue des écrans, elle était Cypher. Sur le lit à côté d'elle, reposait un adolescent d'environ 16 ans, endormi. Il respirait lourdement, une pellicule de sueur sur le front. C'était Léo, son jeune frère. Il souffrait de mucoviscidose. Les médicaments coûtaient 2000 € par mois. Son travail de serveuse couvrait à peine la moitié de cette somme. Elle volait le Wi-Fi du café d'en bas pour effectuer des travaux de codage en freelance sur le dark web pour des centimes, juste pour garder la lumière allumée. Et maintenant, elle était licenciée. Sarah mit son visage dans ses mains. « Qu'est-ce que je vais faire ?» chuchota-t-elle à la pièce vide. Elle regarda les écrans. Elle surveillait les journaux du serveur de Valmont Dynamics, illégalement bien sûr. Elle vit que sa correction avait fonctionné. Le réseau était stable. Ethan Valmont allait gagner des milliards et elle allait être expulsée mardi. Il y eut un coup violent à la porte. Sarah sursauta, son cœur tambourinant contre ses côtes. Il était tard. Personne ne frappait aussi tard, sauf le propriétaire ou les agents de recouvrement. « Qui est-ce » appela-t-elle, la voix tremblante. Sarah Meunier. Une voix masculine profonde traversa le bois. « Mon nom est Ethan Valmont. Ouvrez la porte. » Sarah s'arrêta de respirer. Il l'avait trouvée. La panique l'envahit. Si Ethan Valmont était ici, les médias suivraient. Et si les médias suivaient, il la verrait. L'homme qu'elle avait passé 10 ans à fuir. « Partez » cria-t-elle. « Je n'ai rien fait. Laissez-moi tranquille. Sarah, s'il vous plaît. » La voix d'Ethan était étouffée, mais urgente. « Je ne suis pas ici pour vous arrêter. Je suis ici pour vous remercier et je pense que vous êtes en danger. » Elle regarda Léo. Si elle n'ouvrait pas la porte et qu'il la défonçait, cela le réveillerait. Cela lui ferait peur. Elle déverrouilla les 3 verrous de sécurité et ouvrit la porte d'1 pouce, gardant la chaîne. Ethan Valmont se tenait dans le couloir, trempé, toujours en smoking, flanqué du terrifiant géant Gauthier. Ethan semblait déplacé au milieu de l'odeur de moisissure et d'huile de cuisson rance. « Que voulez-vous » demanda-t-elle, ses yeux passant de l'un à l'autre. « Vous avez sauvé mon entreprise ce soir » dit Ethan en la regardant directement dans les yeux. « Je veux savoir pourquoi. Et je veux savoir comment une serveuse connaît l'architecture profonde du noyau Hélios, mieux que mon ingénieur principal. » J'ai deviné, dit Sarah rapidement. C'était un coup de chance. Tenez. Elle essaya de pousser un billet de 10 € froissé à travers la fente. C'est pour le pressing. Je suis désolé pour le costume de votre ami. Maintenant, s'il vous plaît, partez. Ce n'est pas mon ami, dit Ethan en ignorant l'argent. Marc de Tournai est un requin, et en ce moment même, son équipe de sécurité privée est à 3 pâtés de maison d'ici, se dirigeant vers cet endroit. Gauthier a intercepté leur communication. Le visage de Sarah devint blanc. Elle décrocha la chaîne et ouvrit grand la porte. « Tournai sait, murmura-t-elle. Sait-il qui je suis ?» Ethan entra dans l'appartement, ses yeux s'écarquillant alors qu'il découvrait la pièce. Il vit la pauvreté, le plafond qui fuit. Mais ensuite, il regarda le coin technique.
Il vit la baie de serveur qu'elle avait construite à partir de vieilles consoles de jeux et de cartes mères récupérées. Il vit le code défiler sur les écrans. Ce n'était pas juste du piratage aléatoire. Elle reconstruisait tout son système d'exploitation ligne par ligne, l'optimisant en temps réel. « Qui êtes-vous » demanda Ethan, la voix remplie d'admiration. Sarah se dirigea vers le lit et remonta la couverture sur les épaules de son frère. Elle se tourna vers Ethan, les yeux durs et fatigués. « Mon nom n'est pas Sarah Meunier, » dit-elle doucement. « Mon nom est Sarah Sterling. Mon père était Alan Sterling. » Ethan eut le souffle coupé. Alan Sterling, le parrain de l'énergie moderne. L'homme qui se serait prétendument suicidé il y a 10 ans après avoir été accusé d'espionnage industriel. L'homme qui avait fondé Tournai Industries avec Marc de Tournai. Alan Sterling est mort en prison, dit Ethan. Il a été condamné pour avoir vendu des secrets d'État. On lui a tendu un piège, dit Sarah, les larmes lui piquant les yeux. Marc de Tournai l'a piégé. Mon père a inventé l'algorithme que vous utilisez aujourd'hui. Marc voulait le transformer en arme. Mon père a refusé. Alors Marc a planté des preuves, a détruit sa réputation. Et quand mon père a essayé de parler, il a été retrouvé mort dans sa cellule. Elle s'approcha d'Ethan. Marc nous a tout pris. Notre maison, notre argent, notre nom. J'avais 13 ans. J'ai pris Léo et j'ai fui. Je me cache depuis lors. Si Marc sait que je suis ici, il ne vient pas pour m'offrir un emploi à Monsieur Valmont. Il vient finir ce qu'il a commencé. Soudain, Gauthier toucha son oreillette. Il se retourna brusquement, sortant une arme de poing de sous sa veste. Ethan aboya Gauthier. Nous avons de la compagnie. Ils sont dans la cage d'escalier. 6 hostiles, équipement lourd. Ethan regarda Sarah. Il regarda le garçon endormi. « Prends ton frère », ordonna Ethan. « Nous partons maintenant. » L'évasion de l'appartement d'Aubervilliers fut un flou de chaos. Sarah réveilla Léo, qui était groggy et confus. « Tout va bien, Léo. Nous devons faire une balade. Accroche-toi à moi. » Gauthier enfonça la porte arrière de l'appartement menant à l'escalier de secours. La pluie était torrentielle maintenant. « Allez !» cria Gauthier. Ethan aida Sarah à soulever Léo par la fenêtre. En bas, dans l'allée, des phares coupaient l'obscurité. Les hommes de Marc de Tournai encerclaient déjà le bâtiment. « Ils bloquent les sorties », dit Ethan en scannant l'allée. « Ma voiture est devant. Nous ne pouvons pas l'atteindre. »« Ma moto », dit Sarah. « Quoi ?»« J'ai une vieille moto. Elle est sous la bâche dans la cour. » Ethan la regarda. « J'ai une entreprise d'1 milliard d'euros à sauver, et tu veux que nous nous échappions à moto ? » « Avez-vous une meilleure idée ?» répliqua Sarah. Ils se précipitèrent dans les escaliers métalliques rouillés. Des coups de feu retentirent. Des impacts silencieux qui firent jaillir des étincelles contre la rampe près de la main d'Ethan. « Bougez !» Gauthier riposta, fournissant une couverture de feu. « Sortez-les d'ici, patron. Je les retiens. » Ethan, Sarah et Léo coururent sur le béton mouillé de la cour. Sarah arracha la bâche d'une vieille Honda cabossée. Elle la démarra au kick. Elle rugit avec un bruit assourdissant. « Montez !» cria-t-elle. Ethan s'installa à l'arrière, serrant Léo entre lui et Sarah. C'était serré. « Accroche-toi bien !» Sarah fit monter le moteur en régime et lâcha l'embrayage. La moto bondit en avant, traversant la clôture en bois de la cour et dérapant sur la rue latérale. Ils s'éloignèrent, juste au moment où 3 SUV noirs crissaient au coin de la rue pour les poursuivre. La course-poursuite à travers la banlieue et le périphérique était terrifiante. Sarah conduisait comme un démon, se faufilant entre les voitures, grillant les feux rouges, glissant dans les virages avec des étincelles jaillissant des repose-pieds. Ethan serrait Léo contre lui, le cœur dans la gorge. Il avait négocié des fusions de milliards d'euros, mais il n'avait jamais eu aussi peur. Ils semèrent les SUV dans le labyrinthe des rues près du canal de l'Ourcq,
30 minutes plus tard, trempés et grelottants, ils entrèrent dans le garage souterrain de la tour Valmont Dynamics à La Défense. L'équipe de sécurité les accueillit à l'ascenseur. Le médecin personnel d'Ethan fut convoqué pour Léo. « Prenez soin de lui », ordonna Ethan au personnel médical alors qu'ils installaient Léo sur un brancard. « Tout ce dont il a besoin, les meilleurs soins, la meilleure chambre. »« Je ne le quitte pas, » dit Sarah, tremblante, son uniforme de serveuse collant à sa peau. « Il est en sécurité ici, » dit Ethan, en posant ses mains sur ses épaules. « Personne n'entre dans ce bâtiment sans mon scan biométrique. »« Mais Sarah, nous avons un problème plus grave ?»« Quoi ?»« Regarde. » Ethan pointa le moniteur massif dans le hall. C'était un flash d'information. Valmont Dynamics accusé de vol de propriété intellectuelle. Marc de Tournai était à l'écran, l'air grave et sérieux lors d'une conférence de presse. « Cela ne me fait aucun plaisir de dire cela, » disait Marc aux caméras. « Mais nous avons la preuve que le code utilisé dans le projet Helios a été volé directement à Tournai Industries. Ethan Valmont n'a pas corrigé le réseau. Il a piraté mes serveurs privés et a volé un correctif exclusif. Je dépose une injonction immédiate pour fermer Valmont Dynamics et saisir le réseau Helios. » Ethan fixa l'écran. Il ment. Il essaie de geler nos actifs pour que les investisseurs paniquent. Sarah regarda l'écran, ses yeux se rétrécissant. Il n'a pas seulement menti, Ethan. Regarde l'horodatage sur les journaux du serveur derrière lui dans la vidéo. Ethan plissa les yeux. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce n'est pas une image statique, dit Sarah, son cerveau repassant en mode génie. C'est un flux en direct. Il ne se contente pas de vous poursuivre. Il est en train de vous pirater activement en ce moment même. Quoi ? Il utilise l'injonction comme diversion, dit Sarah, en courant vers l'ascenseur. Il injecte un virus dans votre ordinateur central via le canal de découverte légale. Si ce virus frappe le cœur du système, il ne se contentera pas de fermer le réseau. Il surchargera les réacteurs. Cela provoquera une fusion. Ethan devint pâle. Une fusion détruirait la moitié de la région parisienne. Cela tuerait des millions de personnes. Nous devons l'arrêter, dit Ethan. Nous ne pouvons pas l'arrêter de l'extérieur, dit Sarah, alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient sur l'étage des serveurs. Il est déjà à l'intérieur du pare-feu. La seule façon de l'arrêter est de le laisser entrer. Le laisser entrer ? Cria Ethan. Es-tu folle ? Fais-moi confiance, dit Sarah en s'asseyant au fauteuil du terminal principal. Elle fit craquer ses articulations. La serveuse timide avait disparu. La fille d'Alan Sterling avait pris les commandes. « J'ai besoin d'un accès administrateur complet, » dit-elle. « Code d'annulation alpha 1. » Ethan n'hésita pas. Il tapa son mot de passe principal. « Tout est à toi. »« Bonjour, Marc, » murmura Sarah à l'écran, alors que ses doigts volaient sur le clavier. « Tu voulais une guerre ? Tu l'as eue. » La salle des serveurs de Valmont Dynamics était glaciale, maintenue à une température constante de 16 degrés pour refroidir les supercalculateurs massifs. Mais Sarah transpirait devant le mur d'écran. Une guerre numérique faisait rage. Ce n'était pas un jeu vidéo. C'était une représentation du trafic réseau. Des lignes rouges envahissaient le réseau Helios, dévorant les lignes bleues des protocoles de défense. « Il force le pare-feu », dit Sarah, ses doigts volant sur le clavier mécanique. Il utilise un algorithme de décryptage quantique. Je n'ai jamais vu une puissance de calcul aussi élevée. Il doit la router via un réseau de robots en Europe de l'Est. Ethan se tenait derrière elle, surveillant la jauge de température du cœur de fusion. Attention, température du cœur à 98%, critique. Sarah dit Ethan d'une voix tendue. Nous avons 2 minutes avant que les pinces de sécurité ne fondent. Si cela arrive, le réacteur devient incontrôlable. Nous devons l'arrêter manuellement. Si nous l'arrêtons manuellement, dit Sarah sans lever les yeux, Marc gagne.
Il prétendra que la technologie est instable. L'action chutera à zéro. Et son rachat hostile se déclenchera automatiquement. Nous perdons l'entreprise. Nous perdons la vérité. Je me fiche de l'entreprise, hurla Ethan. Je me soucie des millions de personnes à Paris. Arrête tout. Non, chuchota Sarah. Je l'ai presque. Sarah, fais-moi confiance, cria-t-elle en retour. C'était la première fois qu'elle élevait la voix contre lui. Mon père a écrit le noyau original de ce système. Il savait que Marc finirait par essayer de le voler. Il a construit une porte dérobée. Un piège ? Un piège ? Cela s'appelle un dispositif de l'homme mort, dit Sarah. C'est caché dans la logique du point flottant. La même erreur que j'ai corrigée sur la serviette. Ce n'était pas une erreur. C'était le trou de la serrure. Sur l'écran, les lignes rouges franchirent le pare-feu final. Brèche du système. Accès administrateur accordé à l'utilisateur distant, Monsieur Tournay. Il est dedans. Ethan gémit. C'est fini. Les lumières de la pièce clignotèrent en rouge. La sirène commença à hurler. Dans son bureau de l'autre côté de la ville, Marc de Tournay regardait son écran avec délectation. « Adieu, Ethan, murmura-t-il. Il survola la commande de sa souris. Lancer la vidange du cœur. Marc cliqua, mais rien ne se passa. Sur l'écran de Sarah, une nouvelle ligne de commande apparut. Elle clignota en vert. Utilisateur non reconnu détecté. Exécuter le protocole Justice Sterling. Soudain, les lignes rouges sur la carte ne s'arrêtèrent pas seulement, elles s'inversèrent. « Qu'est-ce que c'est » hurla Marc devant son ordinateur. Son écran se verrouilla. Des fichiers commencèrent à s'ouvrir tout seuls. Des gigaoctets de données, des courriels, des comptes bancaires offshore, des plans, des ordres d'élimination commencèrent à supploder. « Il ne nous a pas piratés » dit Sarah en s'adossant à sa chaise, sa poitrine se soulevant rapidement. J'ai ouvert la porte et je l'ai laissé entrer. Et quand il est entré, il a marché sur une mine numérique. « Qu'est-ce que cela fait ?» demanda Ethan en regardant le flux de données. « Cela ne fait pas que le bloquer. » Sarah sourit. Un sourire féroce et dangereux. Cela le vide. Cela copie chaque fichier du système central de Tournay Industries et les diffuse à la police financière, à l'autorité des marchés financiers et aux grands journaux. « Tu viens de pirater le pirate », souffla Ethan. Non, dit Sarah, en regardant l'écran où une photo de son père avait brièvement clignoté. « Je viens de terminer le travail de mon père. » La sirène s'arrêta. Les lumières redevinrent bleues et stables. Température du cœur stabilisée. Système sécurisé. Ethan regarda Sarah. Elle semblait petite dans le grand fauteuil ergonomique, portant un sweat à capuche trop grand qu'elle avait emprunté à un programmeur. Elle ne ressemblait plus à une serveuse. Elle ressemblait à une reine. « Nous avons les preuves, » dit Ethan. « Nous avons tout. Pas encore. » Sarah se leva, ses jambes tremblant légèrement. La réunion des investisseurs est à 8 heures du matin. Marc sera là, il ne sait pas ce qui vient de se passer, il pense avoir fait planter ton système. Il va essayer de nous enterrer, Ethan, dit-elle. Alors, allons aux funérailles, dit Sarah. Et voyons qui finit dans le cercueil. La salle du conseil au 50e étage de Valmont Dynamics était une forteresse de verre et d'acier. Aujourd'hui, elle ressemblait à un salon funéraire. 12 des investisseurs les plus puissants du secteur mondial de l'énergie étaient assis autour de la longue table en acajou. L'air était épais de tension et de l'odeur du café coûteux. À la tête de la table, le fauteuil en cuir du PDG restait vide. Marc de Tournay était assis en face. Il ne ressemblait pas à un concurrent. Il ressemblait à l'héritier présomptif. Il vérifia sa montre Patek Philippe, un geste subtil qui hurlait l'impatience. « Messieurs, » commença Marc, sa voix onctueuse et dégoulinante d'une préoccupation feinte.
Je n'y prends aucun plaisir. Vraiment. Voir un héritage comme celui de la famille Valmont s'effondrer est déchirant. Mais nous devons être réalistes. Il se leva et marcha vers la fenêtre, regardant la ville. Ethan est un garçon brillant, mais c'est là le problème. C'est un garçon. Le crash d'hier soir a prouvé que Valmont Dynamics manque de la maturité nécessaire pour gérer le réseau Helios. Le code est instable. La direction est erratique. L'action a chuté de 40% avant l'ouverture des marchés. Le public a perdu confiance. C'est un bain de sang. L'investisseur principal, M. Daubigné, grogna en se frottant les tempes. « Nous perdons des millions à chaque minute, Marc. Que proposez-vous » Marc se retourna. Un sourire de prédateur brillant brièvement avant qu'il ne le masque par de la solennité. « Je propose un canot de sauvetage. Tournai Industries est prête à acquérir Valmont Dynamics immédiatement. Je vous rachète à 60 centimes pour chaque euro d'action. J'absorberai les pertes, corrigerai le code avec mon équipe d'ingénierie supérieure et sauverai vos portefeuilles. 60. Un autre investisseur grimaça. C'est du vol. C'est de la miséricorde, répliqua Marc, sa voix se durcissant. D'ici midi, cette entreprise ne vaudra plus rien. Ethan est probablement déjà en route pour les îles Caïmans, fuyant son échec. Vous avez 5 minutes pour signer, ou je m'en vais et je vous laisse brûler. La salle tomba dans le silence. Les investisseurs se regardèrent. Ils étaient acculés. M. Daubigné soupira, vaincu, et déboucha son stylo plume. Très bien dit, Daubigné. Passez-moi les papiers. Les doubles portes en chêne massif ne s'ouvrira pas seulement. Elles furent projetées avec une telle force que les parois de verre vibrèrent. Toutes les têtes se tournèrent vers l'entrée. Ethan Valmont entra à grands pas. Il ne se cachait pas au Caïman. Il était rasé de près, portant un costume bleu sur mesure qui lui allait comme une armure, et ses yeux brillaient d'une fureur froide et concentrée. « Pose ce stylo Daubigné », ordonna Ethan, sa voix résonnant sur les murs. Ethan Marc rit, bien que ses yeux se tournent nerveusement vers la porte. « C'est gentil de te joindre à nous. Nous discutions justement des termes de ta reddition. » « Il n'y aura pas de reddition aujourd'hui, Marc, dit Ethan, en marchant vers la tête de la table. Et je ne suis pas venu seul. Ethan s'écarta. Sarah entra dans la pièce. Pour Marc et pour tous ceux qui avaient été au restaurant la veille, la transformation était physiquement choquante. La serveuse timide et tremblante dans son tablier taché avait disparu. À sa place se tenait une femme dégageant une puissance tranquille. Elle portait un tailleur pantalon gris anthracite impeccablement coupé, qui soulignait sa posture. Ses cheveux étaient tirés en un chignon élégant et sévère. Elle tenait un classeur en cuir épais contre sa poitrine, non pas comme un bouclier, mais comme une arme. Elle marchait avec un boitement, mais elle ne le cachait pas. Elle marchait avec le rythme de quelqu'un qui avait survécu à une guerre. « Qui est-ce » demanda M. Daubigné confus. Marc ricana, un sourire cruel revenant sur son visage. « Tu te moques de moi, Ethan. C'est embarrassant. C'est la serveuse de L Étoile Dehors, la fille maladroite qui a renversé de l'eau sur mon costume. » Il se tourna vers le conseil, écartant les mains de manière théâtrale. A-t-il enfin perdu la tête? Il amène la boniche à une réunion du conseil d'administration. Qu'est-ce qu'elle va faire? Prendre nos commandes de boissons? Quelques investisseurs ricanèrent nerveusement. Ethan ne sourit pas. Il tira le fauteuil à la tête de la table, son fauteuil, et fit signe à Sarah de s'asseoir. Elle n'est pas la boniche. Marc, dit Ethan, sa voix descendant d'un octave, mortellement sérieux. Et elle n'est pas ici pour prendre des ordres. Elle est ici pour en donner. Sarah s'assit. Elle posa le classeur sur la table avec un bruit sourd. Elle regarda Marc droit dans les yeux.
Bonjour, Marc, dit-elle. Sa voix était calme, claire et terrifiante pour lui. Vous. Marc rétrécit les yeux. Je vous connais. Vous êtes la fille que mon équipe de sécurité n'a pas pu trouver. Je suis la fille que vous avez essayé d'effacer, dit Sarah. Elle se leva à nouveau, incapable de rester assise avec l'adrénaline coulant dans ses veines. Mon nom n'est pas Sarah Meunier. Mon nom est Sarah Sterling. Le silence qui suivit fut absolu. Il semblait aspirer tout l'air de la pièce. Sterling ? Chuchota d'Aubigné. Comme Alan Sterling ? Mon père annonça Sarah en s'adressant au conseil. Le cofondateur de Tourney Industries. L'homme qui a écrit le code même pour lequel vous vous battez tous. Et l'homme qui a été assassiné pour qu'il garde le silence. Mensonge. Marc frappa la table de sa main, son sang-froid se fissurant. Alan Sterling était un criminel qui s'est suicidé en prison. Et vous ? Vous êtes une imposture. Sécurité. Faites sortir cette femme hystérique d'ici. Assieds-toi, Marc, hurla Ethan. Personne ne sort d'ici avant qu'elle n'ait fini. Sarah ne tressaillit pas devant l'explosion de Marc. Elle ouvrit simplement son classeur et sortit une télécommande. « Vous avez dit au monde que mon père vous avait volé, dit Sarah, sa voix ferme. Vous avez détruit sa réputation. Vous l'avez piégé pour espionnage. Vous avez pris notre maison, nos économies et sa vie. Mais vous avez fait une erreur, Marc. Et laquelle ? Cracha Marc, la sueur perlant sur son front. Vous avez supposé qu'il était aussi cupide que vous, dit Sarah. Il ne l'était pas. C'était un artiste, et les artistes signent leur œuvre. Elle cliqua sur la télécommande. L'écran de présentation massif derrière Marc s'alluma. « Pièce A », dit Sarah. L'écran affichait le code source du réseau Helios. Des milliers de lignes de mathématiques complexes. Marc prétend que c'est sa technologie exclusive, expliqua Sarah aux investisseurs. Mais regardez l'architecture binaire dans le noyau central. Elle tapa une commande sur un clavier sans fil. Le code sur l'écran changea. Les 0 et les 1 se réorganisèrent, mettant en évidence des lignes spécifiques en rouge vif. Mon père utilisait un code basé sur la gamme musicale, dit Sarah. Si vous traduisez les variables en notes et les notes en texte, cela ne se contente pas de faire fonctionner le réseau. Cela raconte une histoire. Le texte rouge sur l'écran, décodé en temps réel, apparut. Propriété D. Alan Sterling. Si accès par Monsieur Tournay, lancez le protocole de purge. C'est une empreinte ADN numérique, ajouta Ethan. C'est codé en dur dans les fondations. On ne peut pas l'enlever sans détruire tout le réseau. Marc vous vend des biens volés depuis 10 ans. Marc était pâle maintenant, sa respiration superficielle. Cela ne prouve rien. C'est un bug, une coïncidence. Est-ce que ceci est aussi une coïncidence ? Sarah cliqua à nouveau. L'écran changea. C'était un fichier vidéo. Grain noir et blanc, horodaté d'il y a 10 ans. Le conseil d'administration eut un hoquet de surprise. C'étaient des images de l'intérieur d'une cellule de prison. On y voyait un Marc de Tournay, plus jeune, remettre une mallette à un gardien de prison. On voyait le gardien éteindre les caméras de sécurité devant la cellule d'Alan Sterling. « Nous avons trouvé cela sur votre serveur privé hier soir », dit Sarah froidement. « Quand vous avez essayé de pirater Valmont Dynamics, vous avez ouvert une rue à double sens. J'ai téléchargé toute votre vie, Marc. Chaque pot de vin, chaque paiement, chaque ordre d'exécution. »« C'est un trucage », cria Marc en reculant de la table. « C'est de l'intelligence artificielle. Vous avez généré cela. Et les virements bancaires ?» demanda Sarah en jetant une pile de papiers imprimés sur la table. Ils glissèrent sur l'acajou, s'arrêtant juste devant Monsieur D'Aubigné. Celui-ci les ramassa. Ses mains tremblaient. « Ce sont des virements de votre compte personnel vers un syndicat de tueurs à gages daté d'hier. 500 000 €.
Monsieur D. Aubigné leva les yeux vers Marc avec un dégoût pur. « Vous avez mis un contrat sur une serveuse. »« C'est un fil lâche !» hurla Marc, réalisant soudain qu'il en avait trop dit. Il plaqua sa main sur sa bouche. « Elle n'est pas un fil lâche, » dit Ethan en s'approchant de Marc. « Elle est la PDG de l'entreprise qui vient de vous racheter. »« Quoi ?» murmura Marc. « Le protocole de purge dont Sarah a parlé. » Ethan sourit. « Quand il s'est déclenché hier soir, il n'a pas seulement exposé vos fichiers. Il a exécuté un ordre de vente préécrit. Vos robots de trading automatisés ont liquidé vos actions de Tournai Industries au moment où les preuves ont frappé la base de données de la police. Le prix s'est effondré et Valmont Dynamics a racheté la part majoritaire il y a 5 minutes. » Marc retomba dans son fauteuil. Il avait tout perdu. Son entreprise, sa réputation, sa liberté. Les doubles portes s'ouvrirent une dernière fois. 4 agents de la police judiciaire entrèrent dans la pièce. Marc de Tournai aboya l'agent de tête en présentant un mandat. « Levez-vous et placez vos mains derrière votre dos. » Marc regarda les membres du conseil, implorant de l'aide. Ils tournèrent tous leurs chaises, refusant de le regarder. Alors que les agents lui passaient les menottes et le traînaient devant la table, Marc s'arrêta devant Sarah. « Tu n'étais qu'une serveuse, » siffla-t-il, les yeux fous. « Tu n'étais personne. » Sarah le regarda, son expression calme et légèrement compatissante. Elle toucha le collier en argent qu'elle portait, un dessin géométrique de son père. « Je n'ai jamais été personne, Marc, » dit-elle doucement. « J'étais la personne qui vous surveillait pendant que vous étiez trop occupé à vous regarder dans le miroir. » Les agents l'emmenèrent. La porte se referma lourdement. Le silence qui suivit fut pesant, mais il n'était plus oppressant. C'était le silence d'une tempête qui s'était enfin calmée. Monsieur D. Aubigné se leva lentement. Il regarda Ethan. Puis, il regarda Sarah. Il boutonna sa veste et tendit une main vers la jeune femme. Mademoiselle Sterling dit de Aubigné avec un respect nouveau. « Il semble que nous ayons beaucoup à discuter. Je vous en prie, prenez la tête de la table. » Les jours qui suivirent l'arrestation de Marc de Tournai furent un tourbillon de flashs de caméras et de dépositions légales. L'histoire était trop belle pour que les journaux l'ignorent. La serveuse sans-abri qui avait fait tomber un milliardaire. Il l'appelait la Cendrillon de la Défense, un surnom que Sarah détestait absolument. 3 jours après la réunion du conseil, le hall de Valmont Dynamics était en pleine effervescence. Mais au milieu du chaos, une petite scène de justice satisfaisante se jouait près du bureau de la réception. Monsieur Heureux, le directeur arrogant du restaurant L Étoile d'Or, se tenait là. Il tenait un bouquet de fleurs bon marché, se disputant avec le garde de sécurité. « Vous ne comprenez pas, » plaidait Monsieur Heureux en s'essuyant le front avec un mouchoir. « Je suis un vieil ami de Mademoiselle Sterling. Je lui ai donné son premier emploi. Nous avons une histoire commune. Je veux juste la féliciter. » Les portes de l'ascenseur sonnèrent. Le hall devint silencieux. Sarah sortit, flanquée d'Ethan et de Gauthier. Elle ne se cachait plus. Elle marchait la tête haute, révisant un écran de tablette. « Sarah! Sarah! Ma chère !» cria Monsieur Heureux en agitant ses fleurs. Sarah s'arrêta. Elle leva les yeux, confuse un instant, avant que la reconnaissance ne se lise sur son visage. Elle se dirigea vers la ligne de sécurité, faisant signe à Gauthier de le laisser parler. « Monsieur Heureux, » dit Sarah froidement, « je ne m'attendais pas à vous voir ici. »« Je voulais juste dire à quel point je suis fier, » bégaya Monsieur Heureux, son sourire vacillant sous son regard intense. « J'ai toujours su que tu étais spécial. Tu sais, pour ce malentendu avec l'eau. J'espérais que nous pourrions mettre cela derrière nous. En fait, les affaires ont ralenti depuis le scandale de l'arrestation de Marc à ma table.
J'espérais que Valmont Dynamics aurait besoin d'un partenaire de restauration. Ethan s'avança, son visage s'assombrissant. Tu l'as licencié pour avoir renversé de l'eau heureux. Et ensuite tu as accepté un pot de vin de Marc de Tournai pour vendre sa position géographique. Tu as de la chance que je ne te fasse pas arrêter comme complice. Monsieur Heureux devint pâle. Je ne savais pas. Sarah leva une main pour arrêter Ethan. Elle regarda Monsieur Heureux, non pas avec colère, mais avec l'indifférence d'un géant regardant une fourmi. « Gardez les fleurs, Monsieur Heureux, dit-elle doucement. Et concernant votre restaurant, je ne m'inquiéterai pas pour le ralentissement des affaires. » Vraiment ? Monsieur Heureux sembla plein d'espoir. « Oui, dit Sarah, parce que je viens de racheter l'immeuble où se trouve L Étoile d'Or. Votre bail expire le mois prochain. Je le transforme en une académie de codage gratuite pour les enfants défavorisés. Vous avez 30 jours pour vider les lieux. » Elle tourna les talons et s'éloigna. Monsieur Heureux laissa tomber ses fleurs, regardant son gagne-pain s'évaporer alors que les gardes de sécurité l'escortaient vers la sortie. 3 mois plus tard, la vue depuis la nouvelle suite exécutive de la fondation Sterling Valmont était à couper le souffle. Elle surplombait tout Paris, une ville désormais alimentée par l'énergie propre, illimitée et stable du réseau Hélios. Sarah se tenait près de la baie vitrée du sol au plafond. Elle tenait une tasse de café, mais pour la première fois en 10 ans. Elle ne la servait à personne. Elle la buvait, regardant le coucher de soleil peindre la ligne d'horizon en or. « Tu sais ?» La voix d'Ethan vint de l'embrasure de la porte. « Le conseil me met toujours la pression. Ils veulent que tu acceptes le titre de co-PDG. Ils pensent que la serveuse qui a sauvé le monde est le meilleur slogan marketing que nous ayons jamais eu. » Sarah rit en se retournant. Elle avait l'air en meilleure santé maintenant. Les cernes sous ses yeux avaient disparu. Elle portait un pull en cachemire crème et un jean, confortable, redevenue elle-même. « Je ne suis pas une PDG, Ethan, dit-elle. Je suis une codeuse. Je déteste les réunions. Je déteste les actionnaires. J'aime la partie technique, j'aime la logique. Toi, occupe-toi des costumes et des poignées de main. Moi, je m'occupe des systèmes. » C'est juste, dit Ethan en entrant dans la pièce. Il avait l'air différent lui aussi. Le poids de l'héritage de son père ne l'écrasait plus. Il le portait fièrement maintenant. « Comment va Léo ?» Le visage de Sarah s'illumina. « Il est incroyable. Les spécialistes que tu as fait venir de Suisse ont fait un miracle. Sa capacité pulmonaire est remontée à 90%. Il joue au football cet après-midi. Pour la première fois de sa vie, il peut courir sans avoir peur. » Ethan hocha la tête, un sourire sincère touchant ses lèvres. « C'est le meilleur retour sur investissement que j'ai jamais fait. » Il fouilla dans sa poche et sortit une petite boîte en velours. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sarah en posant son café. « Considère cela comme une prime de signature, » dit Ethan. « Ou peut-être un merci pour m'avoir sauvé la vie. »« J'ai sauvé ton entreprise, » corrigea Sarah. « Non ?» Ethan s'approcha, sa voix basse. « Je me noyais, Sarah, tout comme le réseau. J'étais coincé dans une boucle, essayant de plaire à tout le monde, essayant d'être Marc. Tu as brisé le code. Tu m'as guéri. » Sarah ouvrit la boîte. À l'intérieur reposait un délicat collier en argent. Le pendentif était une forme géométrique unique et complexe. Une série de lignes et de courbes entrelacées. « C'est magnifique, » chuchota-t-elle. « Quelle est cette forme ?»« C'est la représentation visuelle de l'algorithme de ton père, » expliqua Ethan. « J'ai demandé au modélisateur 3D de cartographier la musique que tu as vue sur la serviette. C'est la forme du code qui a sauvé le monde. » Des larmes montèrent aux yeux de Sarah. Elle toucha le métal froid. Pendant des années,
Le travail de son père avait été une source de douleur et de danger. Maintenant, c'était quelque chose de beau qu'elle pouvait porter près de son cœur. « Tiens, dit Ethan, laisse-moi faire. » Il attacha le fermoir autour de son cou. Ses doigts effleurèrent sa peau, s'attardant une seconde de plus que nécessaire. Il y avait une étincelle là, un potentiel silencieux et tacite pour quelque chose de plus que de simples affaires. Mais aucun d'eux ne se précipita. Ils avaient tout le temps. Sarah retourna vers la fenêtre et regarda son reflet dans la vitre. Elle ne voyait pas une victime. Elle ne voyait pas une serveuse. Elle voyait Sarah Sterling. Alors dit-elle en essuyant ses yeux et en se tournant vers son bureau massif où 3 moniteurs vrombissaient avec des flux de données. Je regardais les stabilisateurs atmosphériques pour l'expansion de la côte ouest. Je pense qu'il y a un bug à la ligne 500. La variable d'humidité est décalée. Ethan grogna en riant. Pouvons-nous prendre un jour de congé? Nous venons de conquérir l'industrie. Non, Sarah sourit en s'asseyant et en faisant craquer ses articulations. Le monde est plein de bugs, Ethan, et la pause déjeuner est terminée. Elle commença à taper. Rapide, précise, magnifique. L'histoire de Sarah Sterling est un rappel puissant que le génie se cache souvent dans les endroits les plus inattendus. Nous vivons dans un monde qui juge les gens par leurs uniformes, leurs comptes bancaires et leurs titres. Ethan Valmont a failli tout perdre parce qu'il a écouté l'arrogance d'un milliardaire au lieu de l'intuition d'une serveuse. Mais à la fin, la vérité, comme un bon code, ne peut pas être supprimée. Elle finit toujours par être compilée. Cela nous rappelle que peu importe jusqu'où vous tombez ou à quel point la vie vous frappe, vos compétences et votre intégrité sont les seuls atouts qui comptent vraiment. Sarah a perdu son emploi, sa maison et sa sécurité. Mais elle n'a jamais perdu son esprit. Et quand le moment est venu, une simple serviette a changé le cours de l'histoire. Quelle aventure! Pouvez-vous imaginer être licencié pour avoir renversé un verre d'eau pour réaliser ensuite que vous déteniez la clé d'un empire d'1 milliard d'euros dans votre tête? Cela montre simplement qu'il faut être gentil avec tout le monde, car on ne sait jamais à qui l'on s'adresse. Si vous avez aimé cette histoire de vengeance, de rédemption et de justice, c'est que vous comprenez la valeur de chaque individu. N'oubliez jamais que la justice finit par triompher. Sarah Sterling n'est plus une ombre. Elle est la lumière qui éclaire l'avenir. Et dans chaque ligne de code qu'elle écrit, il y a l'écho d'une promesse tenue. Justice a été rendue.